au fur et à mesure. OK. Donc, pour commencer, on va faire quelques recommandations d'ordre technique pour nos participants. Donc, vous êtes en mode sourdine, donc en mute automatiquement. Si vous ne l'êtes pas, est-ce que vous pouvez vous mettre en mute? Ensuite, la séance d'aujourd'hui est enregistrée et une copie de l'enregistrement sera envoyée dans les 48 heures à tous ceux qui sont inscrits. On vous remercie beaucoup d'être là avec nous. Et si vous avez des questions tout au long de la présentation, vous pouvez utiliser donc dans la petite boîte grise questions. Donc c'est en dessous de Pulse. Vous pouvez écrire vos questions et à la fin de la présentation, on les lira. Et Dr Amélie Fournier va y répondre. Et si vous avez de la difficulté à entendre ou visionner la séance, vous pourriez nous joindre par téléphone. Vous avez reçu un courriel en fait vous invitant à nous rejoindre à ce webinaire et vous avez le numéro de téléphone donc dans ce courriel. Si vous voulez, je peux le répéter. Donc, c'est le 1 647 497 9368 et le code d'accès, c'est 514 955 089. Voilà, donc sur ce, je laisse Dr Amélie Fournier commencer notre webinaire. Bonjour. Donc, merci Jeanne et bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour nous permettre de vous présenter le PSPNet. Ça a été une année très occupée pour nous dans l'équipe. Donc, on a beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Je me présente Dr Amélie Fournier, psychologue en chef pour le PSPNet au Québec. Donc, c'est un plaisir pour moi, comme je disais, d'être avec vous aujourd'hui de pouvoir vous en apprendre davantage et répondre à vos questions s'il y a quoi que ce soit à toute fin. Donc, je voudrais vraiment prendre le temps de remercier toute l'équipe. Il y a toute une équipe derrière le PSPNet, une équipe qui a contribué depuis la dernière année à rendre le service possible. Donc, au nom de toute l'équipe du PSPNet et de l'ICRTSP, on aimerait aussi remercier Sécurité publique Canada de nous permettre la mise en œuvre de ce type de service. Puis, c'est vraiment un véritable plaisir de travailler au sein d'une équipe aussi dynamique. Chacun de nous se sent privilégié de pouvoir faire ce travail au quotidien. Donc, le personnel de la sécurité publique fait tellement pour nous au jour le jour. Donc, on est honoré de pouvoir à notre tour les aider. Pour vous donner un bref aperçu et d'où part toute cette démarche, c'est important de remercier aussi le Online Therapy Unit et l'Université Macquarie en Australie, puisque le PSPNet a été fondé à partir d'études menées par Dr Eda Registravopoulos, qui est la chercheure principale pour le PSPNet. Et ces études au cours des 10 dernières années ont permis de donner des bases solides et de rendre possible l'adaptation et la spécialisation du PSPNet pour le personnel de la sécurité publique. Donc, merci au Online Therapy Unit à l'Université Macquarie et pour toutes les bases et la solidité qu'on peut avoir dans notre démarche. Un remerciement particulier à nos partenaires au Québec pour toute votre collaboration. Donc, plusieurs intervenants ont contribué au développement du PSPNet dans leur organisation, ont permis de faire connaître le service à leurs employés, à leurs collègues. On sait que plus de 55% de notre clientèle jusqu'en ce moment leur rapporte avoir entendu parler du PSPNet via leur milieu de travail. Donc, ce que vous faites a une valeur inestimable. Merci pour partager l'information auprès de vous. Un même remerciement pour les partenaires en Saskatchewan avec qui je collabore un petit peu moins étroitement, mais qui collaborent avec nous là, pour promouvoir le service en Saskatchewan. Donc, c'est ma collègue Jody là, qui est plus responsable de ce partenariat-là. Donc, ici, on peut voir
que beaucoup de clients ont déjà bénéficié du service. Donc, merci particulièrement à tous ces membres du personnel de la sécurité publique qui ont utilisé nos services jusqu'à ce jour et qui nous font confiance. Donc, vous prenez le temps de nous partager vos perceptions et c'est très important pour nous afin de pouvoir optimiser et de bonifier là, nos services. On a plus de 262 membres du personnel de la sécurité publique donc, qui ont participé à une préévaluation, 240 qui ont débuté une démarche avec la TCCI et au Québec, ça correspond à 72 personnes qui ont fait l'entrevue téléphonique. On se rappelle qu'au Québec, c'est encore relativement nouveau et 63 ont débuté la démarche, là, 63 clients ont débuté la démarche jusqu'à aujourd'hui. Il est très encourageant ici là, de voir que les services du PSPNet ont été utilisés par des membres de différents secteurs, donc à la fois des hommes et des femmes d'origines diverses et provenant de petites régions, de centres plus urbains. Spécifiquement au Québec, on voit les secteurs qui sont spécifiques là, à la province de Québec, des gens qui ont utilisé nos services. Et j'aimerais débuter avec une anecdote personnelle, en fait. Une de mes premières expériences avec le personnel de la sécurité publique remonte à il y a 22 ans. Donc, nous étions rassemblés, ma famille et moi, pour célébrer le réveillon chez mes grands-parents, donc un moment festif, joyeux, dans un petit village du Bas-Saint-Laurent, très loin là, des centres où il n'y a pas nécessairement d'hôpitaux. Et pour ceux qui connaissaient mon grand-père est un homme qui était très dynamique, d'une jovialité contagieuse, un animateur de foule, je dirais. Donc, la soirée débutait et nous fait rire la famille, jusqu'à ce que son état change radicalement. Donc, mon grand-père devient blême, plus blanc, s'assoit sèchement rapidement, perd conscience. Et à ce moment, là, le moment de joie venait de passer un moment de plus de panique et d'urgence. Donc, rapidement, mon grand-père qui était allongé sans réaction, rapidement, ma cousine, qui a une formation en tant qu'infirmière auxiliaire, a pris soin de prendre ses signes vitaux. Une tante a tout de suite appelé le 911 sans hésitation. Même si on ne savait pas si c'était grave ou non, on ne s'est pas posé la question et on a voulu vraiment là, appeler pour recevoir l'aide des urgences. Les paramédics sont arrivés, ont pris immédiatement soin de mon grand-père qui avait entre-temps repris conscience, puis l'ont amené à l'hôpital où est-ce que mon grand-père a passé la nuit. Même il a été transféré d'hôpital pour passer des examens plus spécialisés. Et il semblerait que ce soit l'enveloppe, je ne suis pas une spécialiste, mais de ses poumons qui, lors du réveillon, s'est enflé et a provoqué cette réaction. Pourquoi je vous parle de cette anecdote, et ça s'est bien terminé, là, mon grand-père par la suite, maintenant il est décédé, mais pour d'autres raisons, mais par la suite, allait bien, et ça s'est bien déroulé là, dans cette situation-là. Pourquoi je vous parle de cette anecdote personnelle? C'est que je remarque que pour nous, il a fallu très peu de temps là, pour savoir que nous avons besoin d'aide dans cette situation d'urgence. Donc, et si je compare maintenant entre cette situation qui s'est passée il y a 22 ans et la rapidité avec laquelle nous avons demandé et obtenu de l'aide, si je compare cette situation avec parfois l'aide qu'on aurait besoin ou le fait de réaliser qu'on aurait besoin d'une aide psychologique, souvent le laps de temps est beaucoup plus long. Il y a des différences vraiment importantes. Donc, malheureusement, lorsqu'il s'agit de demander une aide psychologique, la réaction n'est souvent pas aussi immédiate. Et au contraire, avec ce long délai entre le moment où on sait qu'on a besoin d'aide et celui où on demande de l'aide psychologique, il peut y avoir une détérioration de l'état. Et pour certaines personnes, parfois, ce moment n'arrivera jamais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça signifie que même s'il y a des services ou de l'aide professionnelle et efficace qui est mise à la disposition des gens, ça se peut que malheureusement, cette aide ne sera jamais utilisée par ceux-ci. Donc, prenant conscience de ça, mon intention aujourd'hui, c'est vraiment, par la présentation, de vous donner le plus d'informations pratiques possible, de démystifier le service à propos du PSPNet pour favoriser la référence et l'accès aux membres du personnel de la sécurité publique à ce service. Donc, s'assurer que tout le monde
du personnel de sécurité publique est au courant et informé que les services existent et qu'il puisse y référer, y avoir accès si le besoin se présente. Je réalise que ce n'est pas nécessairement réaliste de penser ou de s'attendre que le personnel de la sécurité publique appelle à l'aide aussi rapidement que nous, on le fait là, pour mon grand-père, mais j'espère que les gens prendront moins de temps, que le laps de temps sera diminué entre le moment qu'on réalise qu'on a besoin d'une aide et le moment où on demande cette aide thérapeutique. Donc, avec le PSP-NET, ce qu'on souhaitait fondamentalement et ce qu'on souhaite encore aujourd'hui, c'est vraiment favoriser l'accès à des soins psychologiques. Nous savons d'études antérieures que les enjeux de santé mentale sont répandus chez les membres du personnel de la sécurité publique, mais que malheureusement, pour différentes raisons, ils ne cherchent pas nécessairement à obtenir de l'aide. Donc, premièrement, on a voulu comprendre quelles sont ces barrières à demander une aide psychologique et par des entrevues qu'on a fait auprès des membres de différents secteurs, les principales qui en sont ressorties, c'est premièrement une préoccupation au sujet de la stigmatisation ou des préjugés entourant la santé mentale et des barrières un peu plus logistiques, une contrainte de temps et des barrières reliées là, au fait de vivre dans un endroit plus éloigné, plus rural, où est-ce que l'accès à des soins est plus difficile. Donc, au départ, le PSP-NET a vraiment été créé pour contrer ces barrières-là et favoriser l'accès à des services. Par contre, il y a également une autre barrière qui est très principale et qui est important pour nous de tenir compte, c'est celle de l'attitude d'autogestion qui semble être un enjeu principal aussi. Donc, c'est un enjeu qui veut, en fait, l'autogestion, c'est de vouloir gérer soi-même ses symptômes ou les enjeux reliés à la santé mentale. Donc, des études démontrent que l'obstacle principal à la recherche de la demande d'aide psychologique serait cette attitude d'autogestion et ça semble être encore plus présent chez les membres du personnel de la sécurité publique. En fait, c'est souvent même une caractéristique qui fait partie de leur personnalité. C'est une force et c'est aussi recherché dans leur fonction de travail. Donc, c'est pourquoi les membres du personnel de la sécurité publique souvent aussi vont être attirés vers ces types de travail puisqu'ils ont une facilité à être indépendants et à avoir un leadership et d'autogérer certaines situations. C'est une force inestimable, très importante et honorable d'être autosuffisant ou indépendant, mais et c'est même essentiel pour la santé mentale à long terme. Par contre, le problème avec l'attitude d'autogestion, puisqu'on a souvent les vulnérabilités de nos forces, je vous dirais, c'est que les gens vont avoir tendance à ne pas demander d'aide quand c'est nécessaire, alors que nous, on sait que ce serait important qu'ils reçoivent une aide psychologique à certains moments. À un certain seuil, par contre, à un certain niveau de symptômes, il semble que l'autogestion fonctionne bien et même soit très utile. À un certain seuil, il devient important de demander de l'aide. Les études suggèrent, par exemple, que la thérapie est particulièrement importante lors de présence de symptômes et de difficultés plus élevés, et si ces symptômes se prolongent dans le temps et qu'il y a la présence d'enjeux multiples. À ces niveaux plus élevés, les clients vont souvent avoir leur tentative de s'auto-gérer vouée à l'échec et non déterminante. Et puisque sans soutien, le travail sur la santé mentale est inconstant, les clients vont commencer à arrêter leur démarche. Donc, il va y avoir une inconstance dans la démarche pour amener des changements. Et l'expérience va devenir désagréable et même décourageante pour eux. Donc, avec le PSP-NET, comme je disais, on voulait vraiment contrer ces principales barrières et amener un service qui devenait complémentaire aux services qui existent déjà, donc s'ajouter à la gamme de services qui est déjà présente. Ça doit être un service qui est différent et qui permet l'accès à des services de soins psychologiques en tenant compte des différentes barrières et qui est spécialisé pour le personnel de la sécurité publique. Donc, lors d'une thérapie cognitive comportementale en ligne, en fait, on va retrouver la même information qui est présentée dans une thérapie plus traditionnelle en face à face. Le matériel va être fourni via Internet
Et les clients vont recevoir les modules chaque semaine de façon graduelle, donc 5 modules sur une période de 8 semaines. Et à ces modules est combiné l'accompagnement d'un psychothérapeute. Donc, l'accompagnement se fait le plus souvent sous forme de communication par courriel sécurisé et parfois par appel téléphonique. Donc, pour le moment, de nombreuses recherches d'études démontrent que l'efficacité d'une TCCI est la même et similaire qu'une thérapie plus traditionnelle en face à face. Et je veux dire, depuis la pandémie aussi, les études abondent dans ce sens. Donc, pour une personne qui veut avoir accès à nos services, c'est très simple, c'est de se rendre directement sur notre site web, de créer un compte par le PSPNet. Par la suite, lorsque la personne a créé son compte et qu'elle a accès via son mot de passe, elle va recevoir une quantité de questionnaires, je veux dire, qu'elle doit remplir. Et lorsque tous les questionnaires, c'est important de tous les remplir, la personne a une période d'1 mois, lorsqu'ils sont tous remplis, elle peut prévoir dans un calendrier, là, au moment le plus opportun pour elle, une entrevue téléphonique, un rendez-vous avec un intervenant qui va poursuivre l'évaluation par téléphone. Donc, l'évaluation téléphonique, l'entrevue va durer environ 45 minutes, je vous dirais en moyenne. Et si la personne se voit admissible, elle débute la démarche pour une période de 8 semaines avec l'option parfois de prolonger. Donc, ça va être évalué en collaboration entre le client et le psychothérapeute. Et le soutien va se faire selon les besoins aussi de la personne, soit 1 à 2 fois par semaine, par courriel ou appel sécurisé ou de façon facultative là, si c'est le désir du client. À tout moment, par contre, si on juge, si le psychothérapeute juge que d'autres services seraient plus bénéfiques ou adéquats, à ce moment-là, on va référer les gens à ces services. C'est rare que ça arrive, mais si on a besoin de le faire, il y a un accompagnement qui est fait. Donc, le service est offert gratuitement. Et pourquoi les bases de du PSPNet, pourquoi avoir choisi la thérapie cognitive comportementale? Bien, en fait, la TCC, si j'utilise l'acronyme, c'est vraiment un traitement qui est structuré, orienté vers un but, qui va amener les gens à reconnaître leurs pensées, les observer leur comportement et voir quelle influence ou quelle inter-influence ils ont sur leurs émotions, donc sur ce qu'elles ressentent. C'est vraiment axé sur les pensées des comportements nuisibles, amener à mieux les gérer pour les transformer en des comportements ou des pensées qui vont être plus constructifs. La TCC a démontré beaucoup son efficacité. Il y a plus de 300 études qui démontrent que par des données probantes, l'efficacité et les bienfaits qu'elle apporte chez la clientèle. Et elle devenait aussi une approche qui s'adaptait bien là, pour une thérapie offerte ou une démarche offerte en ligne. Donc, les autres approches, c'est pas que les autres approches ne sont pas bénéfiques ou ne sont pas aidantes, mais dans le cadre du type de démarche qu'on veut offrir, c'est une approche aussi qui s'adapte bien. Donc, participer à une TCCI, c'est essentiellement prendre l'habitude de travailler, comme je disais, ou d'observer ses pensées, comportements et de développer l'habitude de prendre soin de sa santé mentale. Donc, lors de la démarche, les membres du personnel de sécurité publique développent des habitudes cognitives et comportementales qui vont leur permettre, lors de moments de stress, de garder un certain équilibre. On espère que les gens, lors de la démarche, développent et utilisent ces stratégies et qu'ils puissent là, en prendre l'habitude pour que ça devienne un peu un mode de fonctionnement, une habitude là, qui s'instaure dans leur quotidien. Donc, sur une base continue, d'amener les gens à observer et modifier leurs pensées, leurs comportements, leur permettre de voir et de choisir entre celles qui leur sont aidantes, constructives et de vouloir changer celles qui sont plutôt nuisibles ou inutiles. C'est important aussi de mentionner que certaines des compétences qu'on va présenter lors de la démarche sont déjà connues de certains clients et donc la démarche devient un rappel pour eux de les utiliser ou de les mettre en pratique. Et pour d'autres, ce sont des stratégies ou des compétences qui sont nouvelles et qui intègrent pour la première fois. Je me permets de regardons davantage là,
qu'est-ce que les clients apprennent lorsqu'ils s'inscrivent au PSPNet. Donc, tout d'abord, on a deux démarches. En Saskatchewan, il y a deux démarches actuellement qui est offerte. Et au Québec, pour le moment, on a une démarche, celle sur le bien-être et le développement du bien-être. Et éventuellement, là, très éventuellement, dans les prochaines semaines, nous allons ajouter la démarche sur le trouble de stress post-traumatique. Donc, les deux démarches sont sensiblement similaires. Par contre, il y en a une qui est plus spécialisée pour le trouble de stress post-traumatique et l'autre va être plus générale, donc va aborder des enjeux reliés à la dépression, à l'anxiété généralisée, au trouble de stress post-traumatique. Et en bout de ligne, les deux démarches vont vraiment viser à développer et consolider les compétences que je mentionnais juste avant. Et le choix de la démarche va se faire en collaboration avec le psychothérapeute et le client. Donc, c'est vraiment là, en commun accord lors de l'évaluation téléphonique qu'une décision qui se fait. Comme vous pouvez le constater, la démarche Le bien-être est davantage populaire pour le moment. Par contre, ça ne fait pas très longtemps qu'on offre celle plus spécialisée sur le trouble de stress post-traumatique. Et au Québec, là, on va pouvoir voir avec le temps aussi quelle est la demande pour cette démarche plus spécialisée. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles je pense que la démarche Le bien-être est le plus populaire, sur le développement du bien-être est le plus populaire, c'est qu'on voit ici que en globalité, en Saskatchewan et au Québec, 62% et 51% au Québec seulement présentent deux ou plus préoccupations, donc soit la dépression et l'anxiété sociale ou la dépression et l'anxiété généralisée. Donc, ce qui pourrait venir expliquer que les gens se tournent davantage vers la démarche qui est plus globale. Donc, la démarche de développement du bien-être du PSP va comporter 5 modules, comme je disais, qui est réparti sur 8 semaines. Donc, il y a des modules qui demandent un peu plus de temps à intégrer ou à consulter. Certains vont demander 2 semaines. Et le matériel a été initialement développé, comme je disais, en Australie, ensuite adapté au Canada ou en thérapie unique par le Dr. Edgar Distravopoulos et par la suite adapté et spécialisé aux membres du personnel de la sécurité publique par l'équipe du PSPNet. Donc, ici, c'est la même structure pour la démarche de la gestion du trouble de stress post-traumatique, mais les exemples vont vraiment être associés, les témoignages vont être associés au trouble de stress post-traumatique. Et c'est important de dire qu'au module s'ajoutent des documents complémentaires que nous, on a créés aussi sur différents thèmes spécialisés pour venir s'ajouter ou être complémentaires à des situations particulières sur lesquelles les gens aimeraient en connaître davantage ou lire davantage à ce sujet. Dans la démarche sur le bien-être et celle du trouble de stress post-traumatique, lors du premier module, on va amener les gens à reconnaître les éléments déclencheurs. Par exemple, on va demander aux clients vraiment de prendre le temps d'observer que leurs émotions sont généralement constituées d'une combinaison de sensations physiques, de pensées et de comportements qui vont interagir et s'inter-influencer entre eux. Qu'il s'agisse de dépression, d'anxiété ou de troubles de stress post-traumatique, ou une combinaison de deux de ces enjeux, on va encourager vraiment le membre du personnel de la sécurité publique à ne pas s'arrêter à l'identification unique du facteur de stress ou de l'émotion qui est associée, mais de vraiment observer les pensées, les sensations physiques et les comportements qui accompagnent cette émotion. Donc, ainsi, le membre du personnel de sécurité publique constate souvent la présence de pensées qu'il va pouvoir juger soit utiles ou de pensées qu'il aimerait plutôt voir disparaître ou changer. Donc, il est très fréquent que la démarche le bien-être, que lors de la démarche le bien-être, le PSP décrivent une forme de stress ou de tension reliée au travail, par exemple. Donc, ça peut s'agir d'avoir à interagir avec un superviseur avec qui on est en désaccord ou d'avoir à interagir avec un collègue de travail avec qui on a un peu moins d'affinité ou de recevoir un appel pour se rendre sur les lieux d'un accident, par exemple. Donc, lors de cette première partie
partie de la TCCI, on va encourager vraiment la personne à décomposer en 3 composantes la situation. Donc, lors de l'événement, par exemple, c'est d'avoir à interagir avec un superviseur avec qui on est en désaccord. Quelles sont les sensations physiques? D'apprendre à les observer. Quelles sont les pensées qui me viennent en tête? Et quelle action, quel comportement en ont découlé? Donc, ça paraît simple quand je l'explique comme ça, mais c'est vraiment tout un processus à intégrer, puis à apprendre, de faire la distinction entre ce qui est utile, ce qui m'aide réellement et ce qui serait avantageux là, que j'apporte des changements, que je change. Donc, le temps que je dispose, le temps qui file ne me permet pas vraiment d'aborder toutes les stratégies en détail, mais j'aimerais dire quelques mots là, sur certaines compétences qui sont abordées dans la démarche. Donc, comme je disais, dans la TCCI, la première étape, la première stratégie, c'est vraiment d'amener les gens à la reconnaissance des schémas personnels entre l'événement traumatisant et ce qu'il a vécu émotionnellement. Comme je disais, pour certaines personnes, ça va être facile. C'est déjà en cours d'être un mode au quotidien, une façon de faire qui est déjà installée au quotidien. Pour d'autres, c'est plus nouveau, donc ça va être un petit peu plus difficile et ça va dépendre aussi selon des situations. Si une situation génère une émotion qui est plus intense, il y a des risques de décortiquer en 3 composantes et de faire cette démarche d'observation-là demande un petit peu plus d'attention, c'est un petit peu plus ardu. Mais c'est possible de le faire. Donc, avant, on va demander aux gens d'avant de passer directement à l'action, vraiment de prendre le temps d'identifier les composantes et de prendre un certain recul. Et un peu comme on fait le grand ménage lorsqu'on déménage, avec ce recul-là, de pouvoir faire un peu le ménage de leurs pensées et de décider, faire des choix sur ce qu'ils veulent changer ou ce qu'ils veulent garder. Quand on arrive au module 2, on aborde davantage la restructuration cognitive. Donc, on se penche davantage sur la gestion des pensées qui sont souvent automatiques puis qu'on n'est pas conscient nécessairement de leur nature ou de leur forme. Donc, cette étape pourrait sembler très simple, encore une fois, mais c'est tout un processus à intégrer. Et certains clients vont trouver, encore une fois, cette étape plus difficile que d'autres. Et cette étape va être d'autant plus difficile plus les pensées sont ancrées, plus elles sont automatiques, plus parfois elles sont aussi difficiles à identifier. Ça peut être difficile de prendre un recul par rapport à ces pensées bien instaurées. Donc, le concept de base, c'est vraiment que nos pensées jouent un rôle important, beaucoup plus important qu'on le croit parfois, et qu'elles peuvent être notre plus grand atout ou notre plus grand ennemi, là, selon le type de pensée, et que parfois même, elles peuvent être l'huile qui alimente le feu et parfois éteindre le feu et atténuer le stress, tout dépendamment de leur nature. Donc, ce à quoi le client peut s'attendre dans le module 2, c'est vraiment de prendre le temps d'examiner, d'observer de près ses pensées personnelles, comme un peu s'il ferait un zoom ou aurait une loupe, là, il mettrait le zoom sur certaines de ses pensées. Donc, on présente aux clients, nous, via les modules, via l'accompagnement, de nombreux exemples de pensées qui sont courantes chez le personnel de la sécurité publique, soit de dépression, d'anxiété ou de troubles de stress post-traumatique. Et en fin de compte, c'est à chacun d'eux d'observer, d'évaluer leurs propres pensées, de voir qu'est-ce qui est pertinent et d'y porter là, une attention particulière. Donc, qu'est-ce que la restructuration cognitive? On part d'une vieille pensée, d'une pensée automatique qui est présente. On prend un recul, on la remet en question afin de pouvoir peut-être reformuler de nouvelles pensées, même ça peut être plusieurs nouvelles pensées, faire le choix sur celle qui s'approprie ou fait davantage plus de sens pour nous et d'y apporter à partir de ces nouvelles pensées, d'observer à partir de ces nouvelles pensées les changements soit émotionnel ou comportemental là, que cette nouvelle pensée engendre. Donc ici, j'aimerais vous présenter un exemple de restructuration cognitive. On peut prendre, là, je ne prendrai pas tout l'exemple, on peut en prendre quelques-uns. Donc, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler là, concrètement quand on fait de la restructuration cognitive. Donc, par exemple, si on prend la première
premier extrait. Un membre du personnel de la sécurité publique qui aurait une pensée comme je dois endurer, sans chialer, je dois endurer la situation, j'ai rien à dire et j'endure, et que cette pensée soit présente. Donc, la personne pourrait être amenée à prendre du recul et se demander est-ce que c'est vrai que j'ai à endurer? Est-ce que le fait d'endurer ou de penser de cette façon m'est utile? Et est-ce que mon collègue, si je lui posais la question, aurait la même perception que je dois endurer effectivement? Donc, à partir de cette remise en question des pensées et des nouvelles informations, la personne va être invitée à la modifier. Donc, elle vient de la remettre en question. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est vraiment le cas que j'ai enduré? Donc, la personne peut réaliser ou constater, observer qu'en fait, quand elle endure, elle devient plus irritable ou ça suscite de la colère chez elle. Et que maintenant, ce serait peut-être le temps de prendre soin de sa santé mentale comme elle le ferait pour prendre soin de sa santé physique. Donc, vous voyez, il y a comme un changement de paradigme, puis un changement de percevoir la situation qui peut devenir de cette façon-là plus constructive et plus aidante chez la personne. Un autre exemple, par exemple, ça peut être aussi l'alcool. Donc, l'alcool est le seul moyen pour moi pour me relaxer et me détendre après le travail, et l'alcool m'aide à m'endormir. Donc, ça peut être une pensée qui peut être observée, encore une fois, remise en question et restructurée. Donc, si je la remets en question, je peux observer ou remarquer que oui, l'alcool m'aide à m'endormir, mais finalement, lorsque je m'endors, mon sommeil est moins récupérateur. Donc, en bout de ligne, ça ne m'aide pas nécessairement. Et que l'alcool m'engourdit, et là, alors que finalement, je pense qu'elle m'aide, mais à quel prix? Et je dois en payer un prix qui n'est pas nécessairement, qui n'apporte pas nécessairement de bienfaits pour moi. Donc, je peux réaliser qu'il existe peut-être d'autres stratégies que l'alcool que je pourrais utiliser afin de me détendre et qui ne nuiraient pas à ma qualité de sommeil en bout de ligne. Donc, deux exemples où est-ce que je fais l'exercice avec vous de comment à quoi peut ressembler une restructuration cognitive. Donc, certains de nos clients ont trouvé que le contenu les aide, d'autres plus ou moins. Donc, d'où l'importance d'avoir ajouté au contenu l'accompagnement d'un psychothérapeute. On va suggérer aux clients d'utiliser vraiment la façon qui lui convienne le mieux pour intégrer les stratégies. C'est-à-dire qu'ils peuvent soit écrire directement dans un journal, utiliser l'ordinateur, faire imprimer certains des documents pour pouvoir intégrer davantage les stratégies. Par la TCCI, on va vraiment décrire le processus et nous fournir des exemples. Donc, certains exemples vont avoir une résonance plus accentuée que d'autres et chaque personne peut naviguer dans le contenu et choisir ce qui est le plus pertinent pour lui. Le plus important, en fait, c'est vraiment que les gens prennent le temps de s'y investir un minimum et prennent le temps d'intégrer le processus pour permettre d'identifier et de travailler sur leur pensée. Je dirais que oui, c'est ça. C'est important aussi de mentionner que certains clients vont nous partager, vont nous communiquer vraiment de façon hebdomadaire leurs pensées et on va avoir un suivi qui est plus régulier. D'autres vont être plus discrets, vont choisir de ne pas le faire. Et ces deux façons de faire sont acceptables. Donc, nous, on suit vraiment le besoin de chacune des personnes, étant donné que les gens sont différents. Mais notre but, c'est qu'ils puissent le pratiquer, peu importe la façon dont ils choisissent, et qu'ils puissent l'intégrer et que ça devienne de plus en plus spontané avec la pratique et avec le temps. Un peu comme les pensées, donc nos comportements, nos actions peuvent soit mettre de l'huile sur le feu ou atténuer le feu. Donc, d'où l'importance de choisir les comportements ou les actions qu'on veut mettre en pratique au quotidien. Et par la démarche, les gens peuvent mieux reconnaître ces actions, ces comportements qui leur sont plus constructifs.
Encore une fois, là, quand je présente, je ne veux pas que ça ait l'air trop simpliste non plus. Oui, c'est des concepts là, qui sont simples, mais qui demandent aussi, c'est tout un processus. Donc, quand il y a une activation émotive, ça devient pas si simple que ça. Et c'est important de prendre le temps et de ne pas trop minimiser l'investissement que ça demande. Et avec les comportements, c'est la même chose. On a souvent tendance à répéter parfois les mêmes comportements sans s'en rendre compte. Et plus les comportements sont répétés, plus ils sont intégrés, deviennent difficiles à changer. Je suis certaine que pendant que je vous dis ça, plusieurs d'entre vous, là, plusieurs exemples qui leur viennent en tête. Donc, lors de la démarche, c'est vraiment d'amener les gens à en être plus conscients et apporter des changements de comportement qui étaient bien intégrés, même s'ils sont bien ancrés. Il y a possibilité d'amener des changements et de désancrer, si je peux dire, là, ces comportements automatiques. Comme pour les pensées, on va fournir des nombreux exemples pour aider à changer les comportements, mais ça va être vraiment le client qui va observer ses propres comportements et déterminer, encore une fois, ceux qu'il veut garder ou ceux qui lui nuisent. Parfois, les clients remarquent que c'est pas que la problématique, c'est pas tant le comportement qui est agi, mais c'est plutôt l'absence d'un certain comportement. Donc, par exemple, un comportement d'évitement ou d'isolement peut amener une problématique et à ce moment-là, c'est d'intégrer un comportement et de cesser l'absence de certaines activités ou de certains comportements. Ça va être plutôt ce qu'ils ne font pas qui va contribuer à l'émotion, l'intensification des émotions désagréables. Et c'est important d'en tenir compte et de contrer parfois l'isolement, la fuite ou l'évitement de certaines situations. En termes de comportement, une partie essentielle lors de la thérapie cognitive comportementale en ligne consiste à identifier et à travailler sur des comportements qui seraient à préconiser. Donc, en général, on va vraiment demander aux clients de y aller petit pas à petit pas de façon graduelle. Les petits comportements sont essentiels et ne sont pas à minimiser parce que souvent, c'est vraiment ces comportements-là qui vont ouvrir la voie, ils vont créer la base solide là, pour permettre des comportements plus marqués par la suite et de façon graduelle. Donc, on va vraiment leur demander de ne pas sous-estimer la valeur des petites actions. Et il peut être difficile pour les clients là, parfois de décomposer les choses en petites étapes. Donc, il y a toujours une forte envie là, de sauter des étapes, je vous dirais. Un peu comme qui veut vouloir apprendre à ramper avant d'apprendre à courir. On veut toujours être rendu un peu plus loin de où est-ce qu'on est rendu. Et c'est un peu la nature humaine de se créer des objectifs et de viser ces objectifs-là et de vouloir les atteindre rapidement. Par contre, dans une démarche comme celle-là, c'est important de rappeler aux gens là, de miser sur la patience, la persévérance et d'y aller vraiment de façon graduelle. Parfois, c'est pas tant les changements il n'y aura pas tant de changements au niveau des comportements, ce pas les comportements qui vont changer nécessairement, mais ça va être plutôt l'attitude vis-à-vis le comportement qui va changer. On sait par exemple qu'il y a beaucoup de clients qui font des activités physiques, qui ont beaucoup d'activités pour gérer leur stress, que ce soit physique ou autre, mais qui sont peu présents dans le présent lorsqu'ils agissent, lorsqu'ils font ces activités-là. Donc, l'attitude, par exemple, modifiée va être de, oui, continuer à faire les activités qui leur permettent de gérer le stress, mais d'y apporter une attitude de présence dans le moment présent lorsqu'ils le font. Encore une fois, il n'y a pas de comportement idéal ou de recette là, qui s'applique à tout le monde. C'est vraiment chacun qui expérimente et on mise vraiment sur expérimenter, voir qu'est-ce qui fait du sens et qu'est-ce qui est plus significatif pour chacun.
Donc, la démarche va être vraiment associée à l'accompagnement d'un psychothérapeute, c'est important de le dire. Et les psychothérapeutes sont formés en thérapie cognitive comportementale sur Internet, sont spécialisés auprès du personnel de la sécurité publique. On reçoit des formations, il y a une supervision aussi entre nous et une évaluation qui permet là, de toujours s'assurer de la constance et du professionnalisme du service. Et l'accompagnement se fait selon le besoin des clients, soit 1 à 2 fois semaine. On voulait vraiment tenir compte, là, comme il nous avait été mentionné lors des entrevues, que chacun a des besoins différents et de la flexibilité là, qui nous avait été demandée dans la nature du suivi. C'est vrai que la majorité, 89%, a opté pour un accompagnement 1 fois semaine et 7% 2 fois semaine et certains, le 4% pour un accompagnement aux besoins seulement. On a nos rétroactions, nos premières rétroactions de clients au Québec. C'est toujours un moment très important pour nous d'avoir le feedback des gens. Donc ici, on sait que par rapport, selon les commentaires qu'on a reçus, le soutien du psychothérapeute est très apprécié dans la démarche. Donc on voit un exemple ici, j'ai mis l'ensemble de la documentation et surtout le support de mon thérapeute. Et les membres du personnel de la sécurité publique vont mentionner qu'ils établissent une relation avec leur thérapeute et cette relation-là semble faire une différence. Encore ici, j'ai aussi fait des changements concrets. Les échanges de courriels hebdomadaires ont été une grande source de motivation pour nous. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, nous, on met à la disposition un contenu qui est spécialisé pour le personnel de la sécurité publique, un contenu qui a d'abord été créé à l'Université Macquarie, adapté, utilisé au Online Therapy Unit, et suite à des entrevues que nous, on n'a pas dans différents secteurs du personnel de la sécurité publique, suite à des entrevues de la littérature, on a pu spécialiser ce contenu, l'adapter et créer le PSPNet, un service spécialisé. Ici, on a d'autres rétroactions des clients au Québec, donc des gens qui vont mentionner que les concepts et techniques sont bien expliqués, que le guide pratique est aussi important pour pouvoir l'intégrer au quotidien, de pouvoir avoir des exercices concrets, lui permettre de prendre action et de voir qu'il y a un certain pouvoir, qu'il peut faire quelque chose concrètement par moi-même, sortir de mes pensées et agir moi-même sur mon bien-être. Donc, revenir un peu à retrouver cette autogestion, cette indépendance dans la gestion de ses propres symptômes. Ici, j'ai appris à reconnaître mes signes et symptômes et c'est intéressant ce commentaire-là. J'ai aussi pu reconnaître ces signes et symptômes chez des gens qui m'entourent et comprendre pourquoi ils sont et où agissent ou réagissent de certaines façons. Ça m'a permis d'être plus indulgent envers moi-même, mais aussi envers les autres. Donc, intéressant aussi de voir que ça a un impact dans les relations avec les autres aussi. Nous pensions que, nous, de notre côté, que le contenu spécialisé, adapté et particulièrement là, des témoignages qui représentent la réalité du personnel de la sécurité publique là, pourrait être significatif pour les gens. Et ça semble être vraiment important pour eux selon les commentaires qu'on a reçus jusqu'à ce moment. Donc, il semblerait que les témoignages, les exemples concrets permettent aux clients de demeurer engagés et les aident à utiliser des compétences et à les développer là, dans leur vie. Donc, des commentaires qui sont vraiment très importants là, pour nous. Ça nous donne le pouls un peu là, de comment le service est reçu là, chez la clientèle. Nous, de notre côté, on s'assure vraiment d'avoir un suivi continu pour optimiser la démarche toujours au fil du temps. Et cette information qui nous est importante va être demandée aux clients. On va inviter les gens, lorsqu'ils s'impliquent dans la démarche, à compléter des questionnaires au départ pour connaître un peu leur situation et leur motif de consultation, mais à la toute fin aussi de la démarche pour voir l'évolution, où est-ce qu'ils en sont rendus après la démarche, après 6 mois et après 1 an. Pour voir est-ce que ça se maintient dans le temps, est-ce qu'il y a une constance dans le temps et pour mieux comprendre l'impact de notre service sur la clientèle et leurs enjeux. Donc, jusqu'en ce moment, les clients ont été très généreux, prennent le temps de remplir les questionnaires et on les remercie grandement pour eux, mais pour les suivants aussi là, qui vont bénéficier du service et pour qui on pourra toujours
améliorer le service. Donc, suite aux résultats et à toutes ces informations-là, nous, qu'on recueille, ça nous permet là, de développer du nouveau contenu et matériel. Comme je vous disais, ces perceptions-là comptent beaucoup pour nous. Donc, au cours de la dernière année, sur la base de leur perception, on a pu procéder à des changements, donc ajouter soit des documents complémentaires significatifs en lien avec les thèmes qui nous étaient demandés, aider les membres du personnel de la sécurité publique au-delà des modules de base. Donc, je donne une idée là, des documents complémentaires que nous, on a développés. Il y a la gestion de la colère, le deuil, la douleur chronique et aiguë, le support d'un collègue aussi qui a été développé là, au courant de la dernière année. On a pu aussi réviser le contenu en fonction des commentaires et apporter des ajouts, des détails particulièrement là, sur le sommeil, amener plus d'exemples, amener des changements aussi au niveau du site web, apporter un support vidéo, une introduction vidéo, un support audio aussi. Il y a des graphiques qui ont été ajoutés qui illustrent l'évolution des clients lors de la démarche, des symptômes des clients lors de la démarche. Donc, toutes ces informations-là, ces ajouts-là sont possibles grâce aussi au feedback qu'on a reçu de la clientèle. Donc, avant de terminer, j'aimerais vous parler des résultats qu'on a obtenus jusqu'à ce moment de la part des clients qui ont bénéficié du service. Et si vous voulez en savoir davantage, je veux vous informer là, que nous, on les tient à jour mensuellement sur notre site web. Donc, n'hésitez pas à les contacter, le site web, pour voir les résultats là, quand vous le souhaitez. Donc, parmi les 91% des clients qui ont répondu à notre questionnaire, après 8 semaines, au Québec, 100% d'entre eux disent que le programme en valait la peine, 100% recommanderaient un ami, 91% voient leur confiance renforcée. Là, je fais un lien avec l'autogestion. Je trouve ça très intéressant. Donc, à la fin de la démarche, les gens se sentent plus en capacité de gérer eux-mêmes les symptômes et sont confiants qu'ils vont pouvoir les gérer si les symptômes se représentent. Donc, c'est très encourageant. En plus de la satisfaction élevée par rapport à la démarche, on constate aussi que l'état des clients s'améliore de manière significative. Ici, vous avez là, les résultats plus associés à la Saskatchewan et à votre droite, les résultats associés au Québec. Si les clients n'avaient pas de symptômes, donc au cours de la démarche, c'est très peu probable qu'ils en développent au fil du temps. Et ceux qui ont commencé avec des symptômes au début de la démarche vont voir un changement, une amélioration qui est cliniquement significative. Donc, au Québec, 100% ne rencontrent plus le seuil associé à l'évaluation de la dépression. 95% ne rencontrent plus le seuil associé au diagnostic de l'anxiété. Donc, c'est vraiment des résultats significatifs. En fin de compte, on constate aussi que les PSP ne se sentent pas seulement mieux, mais voient leur fonctionnement général s'améliorer aussi. Donc, être moins pris dans un tourbillon de pensée, être capable de découper relativement court, là, plus facilement, et ne laisse plus les situations leur atteindre dans leur identité, dans mon estime personnelle. Un autre constat là, qui est très encourageant. Je reviens à notre prémisse de départ, notre point de départ. Donc, on constate par les commentaires du personnel de la sécurité publique que la TCCI, en fin de compte, leur permet vraiment de développer des habitudes qui vont favoriser une santé mentale qui est durable et va permettre aux membres du personnel de la sécurité publique d'être plus protégés de stress. Donc, les situations de stress vont continuer à survenir, ne seront pas éliminés du quotidien, ça fait partie de la vie et de la nature de leur travail, mais ils se voient mieux outillés pour faire face à ces situations de stress et garder un certain équilibre lorsque ça survient. Donc, encore une fois, ce n'est pas de chercher la perfection dans la démarche. Il y a beaucoup d'essais, d'erreurs, d'expérimentation, je vous dirais, mais c'est vraiment des principes de constance, maintenir l'habitude,
de façon continue qui permet d'instaurer ces habitudes de prise en charge de sa santé mentale. N'hésitez surtout pas à nous contacter ou à référer directement les gens concernés à notre site web. Vous pouvez aussi nous contacter par email ou par téléphone s'il y a des difficultés, par exemple, lors de la création d'un compte ou difficultés à se connecter. On demeure accessible et c'est l'information qui demeure confidentielle. En ce moment, le service est offert au Québec et en Saskatchewan uniquement et se veut d'être un service qui va être offert dans d'autres provinces éventuellement. C'est en cours, mais on vous informera en temps et lieu lorsqu'on aura plus d'informations et qu'on saura les prochaines provinces qui s'ajoutent. Mais c'est en expansion, je vous dirais. Donc, merci vraiment encore une fois. Je dis que le temps est précieux d'avoir pris cette heure-là aujourd'hui pour en connaître davantage sur le PSPNet, de prendre le temps de vous partager cette information-là et ce service qui nous tient vraiment à cœur. Donc, merci et merci de votre collaboration. Voilà, donc maintenant on invite les participants, si vous avez des questions, à les poser dans la petite fenêtre questions. Il y en a une première pour les dépliants. Est-ce que vous avez des dépliants ou des brochures disponibles pour distribution? Oui, oui, et on peut vous en faire parvenir, en fait. Donc, vous pourriez soit m'écrire directement, ou je dirais, écrivez-nous via le PSPNet, l'adresse courriel du PSPNet, et on va s'assurer de faire suite pour répondre à votre besoin et vous envoyer le matériel que vous auriez besoin. Donc voilà, on va faire le suivi avec vous. N'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel, on fera le suivi. On a du matériel pour vous. On peut vous en envoyer sans problème jusqu'à hauteur de 200 affiches ou dépliants. Est-ce que vous travaillez autant avec les policiers que les premiers répondants du 911? Oui, donc on travaille autant avec les policiers, les agents de communication d'urgence aussi. Donc, c'est un service là, qui s'offre à ces deux secteurs de travail et qui est destiné pour eux. Merci beaucoup. Comment faire pour s'inscrire à votre formation? Si par formation, vous entendez une présentation que je présente le service, vous pouvez faire la demande versus notre site Internet, le PSPNet. Donc, .ca, et vous pouvez faire une demande et on va s'assurer de donner suite. Donc, je vous contacterai à ce moment-là directement par courriel ou par téléphone. On regarde ensemble d'un moment qui est le plus opportun pour vous et de voir quel est votre besoin particulier. Ça me fera plaisir de pouvoir présenter le service à votre organisation. Si c'est par rapport à une inscription pour un client, donc comme le disait Dr Fournier, on passe par le portail. En fait, vous vous connectez au portail, vous créez un compte avec votre adresse courriel et on vous envoie directement en fait un nom d'utilisateur qui est envoyé par le système et avec votre mot de passe, vous pourrez remplir tous les questionnaires. Oui, effectivement. Formation. Si c'est une formation qui pour tous les employés, en fait, pour connaître le PSPNet, versus si c'est une démarche personnelle en tant que client, donc le compte peut être créé directement sur le site web sans problème. C'est ça. Merci beaucoup. Très intéressée pour la formation de troubles de stress post-traumatique pour le Québec. Merci de me tenir au courant. Donc ça, on aurait la date, on ne l'a pas encore, docteur Fournier, pour offrir la démarche sur le trouble de stress post-traumatique.
Non, on n'a pas la date officielle. Je vous dirais qu'on est dans la finalisation en ce moment. Donc, restez à l'affût sur notre site Internet. Vous allez pouvoir être informés, mais c'est une question de semaines, je dirais, d'ici avant l'été. Lors du service de suivi clinique en ligne, est-ce que nous recevons des documents physiques? Il n'y a pas de document physique, tout est vraiment partagé via Internet. Par contre, les modules ne sont pas téléchargeables ni imprimables, mais il y a possibilité là, de télécharger, d'imprimer les documents complémentaires sur les différentes thématiques ou sujets là, dont je vous parlais. Ceux-là sont imprimables et peuvent être, vous pouvez en faire une copie là, physique à ce moment-là. Merci. Est-ce que le service est disponible en français, 24 heures sur 24 ou selon les heures normales de bureau? Le service, étant donné que c'est du contenu qui vous est transmis via Internet, le service, à ce moment-là, devient 24 heures sur 24, c'est-à-dire que les gens peuvent y référer au moment qui leur est le plus important, donc en pleine nuit ou très tôt le matin. La communication du psychothérapeute va se faire sur les heures de bureau une fois semaine. C'est déterminé là, avec le psychothérapeute du moment dans la semaine pour avoir la communication. Et si vous avez des questions que vous avez besoin de nous rejoindre directement, c'est selon les heures de bureau. Par contre, la démarche ou l'intégration des modules, vous y avez accès au moment qui vous convient le mieux, donc 24 heures sur 24. Merci. Et combien ça coûte? C'est gratuit, donc c'est un service que tu veux gratuit pour tous les membres du personnel de la sécurité publique, anciens et actuels. Donc, que vous ayez déjà travaillé, par exemple, en tant que paramédic ou dans un des secteurs, mais que vous avez fait un changement de carrière, le service vous demeure accessible pour vous. Donc, c'était la dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez les écrire maintenant. Docteur Fournier, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Il n'y a rien qui me vient en tête, mais s'il y a d'autres questions qui vous viennent par la suite, comme je disais, n'hésitez pas à nous contacter. On est toute une équipe aussi. On vous répond le plus rapidement possible et on aime mieux recevoir les questions pour pouvoir justement y répondre et y remédier. Donc, ça nous fera plaisir. Voilà, donc je ne vois pas d'autres questions. Alors, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. On va faire suite à votre demande. N'hésitez pas à demander du matériel promotionnel aussi. Voilà. Donc, merci beaucoup de vous être joints à nous et on vous souhaite une bonne journée. Merci de votre temps avec nous. Merci à vous.